magnifique qui représente donc un peu les personnages, les gentils et les méchants de cette partie-ci du manga, enfin de cette partie-ci de l'arc visiblement, puisqu'on voit Zeref accompagné des boucliers qu'on a déjà vus, avec en dessous évidemment l'image classique de Natsu et de ses amis à côté. Alors vite fait, on voit aussi que Brandish déjà les cheveux verts, donc ceux qui théorisaient qu'elle était la sœur de Juvia ou un truc comme ça, visiblement non. Ou alors peut-être que la mère de Juvia c'est effectivement Brandish, mais j'en doute franchement vu l'apparence, je pense pas que ce soit des immortels aussi. Enfin si c'est le cas, bah non, parce qu'il y a Orgast, c'est un vieux, donc forcément ils sont pas immortels. Donc ou peut-être sont-ils devenus immortels après. Bon peu importe, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que donc Brandish a les cheveux verts, donc la théorie, un lien de parenté avec Juvia, même s'il ressemble, je pense qu'on pourrait peut-être l'oublier. Je pense que c'est surtout le coup de crayon de l'auteur qui s'est un peu inspiré du personnage et voilà. Donc pour ensuite dire aussi un truc concernant Orgast qui d'ailleurs avait une apparence selon beaucoup qui ressemblait beaucoup à Porito, enfin à Hades. J'étais d'accord, c'est vrai que pour la première fois, la première image de lui qu'on avait vue, c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à Hades, comme ça, au niveau comparaison, je pouvais pas nier. Mais bon, ici, quand on voit dans la page couleur, je trouve qu'il lui ressemble plus tellement, enfin il lui ressemble pas tellement, enfin il lui ressemble en tout cas un peu moins. Mais bon, c'est un peu normal aussi, l'auteur il dessine un vieux qui doit être stylé. C'est un peu dur d'inventer, de faire de nouveaux traits. Regardez One Piece par exemple, les femmes se ressemblent vraiment beaucoup. Même dans Naruto, si vous regardez les visages féminins, c'est presque tous la même. Il y a juste Hinata parfois, et non, ouais, surtout Hinata par exemple, et Ino qui ont des yeux par exemple assez vitreux et qui sont un peu différents des autres, mais le reste franchement c'est limite le même visage quoi. Bon. Alors, ensuite, donc dans ce chapitre aussi, on voit Makarov raconter donc à ses enfants, voilà, que Zeref donc est l'empereur donc d'Alvarez et qu'il ne le savait pas, et donc ses efforts ont tous été gâchés, que ses efforts vraiment tout ça ne servait à rien quoi, parce que le mec était venu négocier, mais il se rend compte qu'au final l'empereur n'avait jamais eu l'intention de négocier, il voulait juste l'assassiner et renvoyer son cadavre donc à Fairy Tail, déjà une image assez glauque. Mais bon, depuis que l'arc Tartaros est passé, je pense que beaucoup de choses soi-disant glauques peuvent maintenant un peu plus se passer. Regardez l'animé par exemple, il y a maintenant des trucs de sang. Même si on voit pas jaillir du corps humain, on voit le sang qui dégouline parfois un peu en écran, genre on voit pas le sang qui dégouline du corps, mais on voit du sang tomber, donc on s'en doute que franchement l'animé prend une tournure qui me plaît de plus en plus, contrairement à avant où par exemple il y avait des blessures, mais putain, mais je me demande comment ils ont pas versé une seule petite goutte de sang, franchement je me demande. Bon, après une question aussi, après le petit blabla classique, genre voilà Makarov, enfin maître, on va retourner à la guilde ensemble, ça me rappelle d'ailleurs beaucoup la fin de l'île Tenro, enfin de l'arc de l'île Tenrojima, où justement... avec dans Loga allait détruire l'île et tout le monde disait on va retourner chez nous, chez Fairy Tail. Bon là il dit la même chose, donc voilà, on sait déjà que l'arc va bien se finir. Bon, mais est-ce que là où je veux en venir, c'est est-ce que Makarov déjà est au courant qu'Erza est le 7ème maître. Et d'ailleurs, Erza elle-même appelle Makarov maître. Donc est-ce que maintenant Makarov redevient le nouveau maître ou un truc comme ça? Parce que je veux dire, Gildart, par exemple, il a été nommé maître et Gildart s'est barré. Makarov a été de nouveau renommé maître. Et là maintenant il se casse et justement Erza est nommé nouveau maître, donc c'est le 7ème maître. Chiffre 7, le chiffre le plus important du manga, donc il est grandement important que justement on n'est pas un 8ème maître, parce que là l'auteur va à l'encontre même de sa logique de les chiffres en 7, 7, 7, 7. Non, il faut arrêter avec ces trucs là. Donc du coup je pense que Makarov ne redeviendra pas un nouveau maître, et je pense que même la guilde soi-disant Fairy Tail ne sera pas reconstituée de telle quelle. Ça veut dire on va pas revoir tous les membres ensemble et ils vont refaire la guilde, genre c'est bon la guilde elle existe. Non, je pense que de toute façon ils sont lancés dans une guerre et la guilde ne renaîtra pas tant que la guerre ne sera pas terminée. Voilà, ça c'est mon avis. Donc je pense que Erza est bonne pour rester la maîtresse, bon peu importe, mais en tout cas le big boss de Fairy Tail pendant encore un long moment. Bon alors évidemment pour casser un peu les couilles, Agile arrive, donc le maître des sables, qui j'avais déjà dit ressemblait beaucoup enfin, il avait quelques traits enfin qui ressemblaient beaucoup à Bacchus, et en même temps je sais pas pourquoi mais à certains moments il me rappelait encore aussi beaucoup ce personnage là, Holo, qu'on avait vu accompagner donc Brandish, mais bon peu importe, il ressemble presque à une sorte de Bacchus qu'autre chose. Donc du coup c'est vrai que d'ailleurs je pense que l'auteur a bien fait de garder ça, parce que le personnage de Bacchus je l'aimais beaucoup, dommage qu'il n'ait pas réutilisé un peu plus après. Bon bref, du coup Agile arrive, donc aucun commentaire d'ailleurs sur son nom, Yagil, bon bref, du coup il s'appelle Agile et il vient et à un moment où justement il apparaît, tout le monde est sur ses gardes, Makarov direct est en train de dire ouais mais vous avez aucune chance, c'est pas un adversaire que vous pourrez affronter. Mais le mec dit ça à chaque fois, d'ailleurs c'est un truc de malade, hein. Mais ils ont pas, Makarov il a complètement oublié que les gars qu'il a devant lui sont également les personnes qui ont vaincu Hades, le mec qui était le maître de la guilde noire la plus puissante du monde. Enfin en tout cas la guilde noire la plus puissante à ce moment-là, dans le continent Gigar, au moins. Et ça c'est pas rien. Et je veux dire, Makarov lui-même s'est fait botter le cul par Hades qui était techniquement immortel. Bon, après il s'est fait un peu baiser, mais quand même. Donc il pourrait quand même un peu croire en ses gosses, parce qu'à aucun moment j'ai vu Makarov faire ne serait-ce qu'une seule fois confiance aux membres de sa guilde pour vaincre des adversaires très puissants. À chaque fois il était là genre vous allez mourir, cassez-vous. Mais genre mais non, putain, mais tu fais confiance à ta... Faut arrêter de croire que justement soi-disant tes gosses ils sont sans défense. Parce qu'il faut comprendre que justement ce qu'ils considèrent ses enfants, donc les membres de la guilde, ont grandi. Donc du coup... moi j'aimais pas, ça m'a un peu agacé d'entendre ça de la bouche de Makarov personnellement, mais vraiment ça m'a agacé. Bon c'est vrai qu'il a pas été témoin de tous les trucs incroyables qu'on a vu jusqu'ici de la part de Natsu et des autres, mais quand même, donc du coup j'en attendais un peu plus de lui, mais bon voilà, Makarov reste Makarov, et j'aurais préféré d'ailleurs qu'il crève, mais bon peu importe.
Un petit point essentiel aussi à noter, c'est que Natsu se tient de nouveau le bras, et c'est la deuxième fois qu'il le fait. La première fois étant devant Brandish, maintenant la deuxième fois il le fait ici. Alors il l'a pas fait avant contre d'autres adversaires, genre même contre Blue Note, il ne l'a pas fait. Il le fait ici contre deux boucliers qui ont une puissance magique similaire, enfin en tout cas du même niveau en tout cas que le plus puissant, donc des 4 UD Gigal. Et donc, pour moi, il est possible que Natsu se tient le bras uniquement en face d'adversaires extrêmement puissants. Pourquoi? Est-ce que son bras réagirait indépendamment de la volonté de Natsu? Parce que s'il se tient le bras, c'est que quelque part, il essaie de contenir quelque chose, ou il a une douleur, quelque chose, comme si quelque chose voulait sortir. Donc peut-être que son bras serait peut-être l'éveil, ou peut-être le lien, ou le début justement de la transformation de Natsu en le véritable end, donc Eterius Natsu Dragneel. Donc peut-être que le bras est le début de sa démonisation, un truc dans le genre. Hein. D'ailleurs, Grey l'avait remarqué vite fait, je crois. Mais en tout cas, son bras réagit donc face à des adversaires en tout cas très puissants, visiblement. Alors là, ce serait intéressant. Ou alors peut-être c'est parce que justement ils ont été entraînés par Zeref End. Enfin, vous voyez plus ou moins le lien vite fait que j'essaie de faire. Mais qu'à un moment donné, peut-être le bandage va sauter et qu'on verra justement Natsu se transformer en démon. Alors certains diront que c'est parce qu'il se transforme en dragon, un truc comme ça. Mais Inir avait dit que la dragonisation des Dragon Slayer n'arriverait pas. Alors que justement l'auteur nous a foutu il y a quelques chapitres une double cover d'un Natsu qui se transforme presque en dragon pour en tout cas la thématique du deuxième film de Fairy Tail qui va sortir. Donc je sais pas trop où ils vont en venir, mais bon voilà, on va essayer de garder les pieds sur terre concernant ce sujet là. Donc j'espère que c'est effectivement cela. Peut-être que justement c'est le fait que Natsu va se transformer en démon à partir du bras ou quoi va permettre à Grey de s'en rendre compte lui-même qu'il cherche à tuer End et va justement comprendre que Natsu est peut-être End ou qu'il est un démon quelque part ou un truc dans le genre. Bon, du coup, la guilde, d'ailleurs, directement, n'essaie même pas de combattre, mais en fait, essaie de s'enfuir parce qu'ils obéissent à Makarov. Donc, ils prennent justement un chariot qui est connecté à un SE plug, donc les câbles qui sont reliés au mage, donc qui se nourrissent, donc des moyens de transport qui se nourrissent de l'énergie, pardon, du conducteur. Et ici, de la même manière que durant l'arc d'Eisenwald, donc un des tout premiers arcs de la première bande de Fairy Tail, ils s'enfuient, donc ils se cassent à travers ce chariot. Le problème, c'est qu'ils sont donc poursuivis par un maître des sables, puisque Agile maîtrise effectivement, comme j'ai dit, le sable. Et du coup, ce n'est pas uniquement le sable, mais visiblement peut-être la roche, je sais pas, c'est pas très sûr. Mais en tout cas, il arrive à créer une sorte de golem géant qui, quand on le voit d'ailleurs, comprend des structures ayant appartenu un peu, qui étaient un peu autour, genre des piliers, des trucs comme ça. Donc du coup, ce mec arrive à créer en tout cas des trucs bien plus résistants que le sable lui-même. D'ailleurs, on avait vu ça lui balancer aussi des épées, des trucs qui étaient censés le toucher en tout cas, mais ces épées étaient en train de se transformer elles-mêmes en sable. Je pense à un moment d'ailleurs que les épées étaient en train de rouiller, et un truc qui ressemblait d'ailleurs beaucoup au pouvoir de Crocodile, même si Crocodile c'était plutôt assécher les choses pour les transformer en poussière. Mais là, c'est genre les épées qui sont en acier et tout se transforment en sable. Donc, est-ce que lui-même, Agile, pourrait transformer genre quelqu'un qui le touche ou le frappe en sable? C'est possible, enfin je sais pas trop, ce sera un peu exagéré comme pouvoir, mais en tout cas il arrive à transformer en tout cas les objets inertes en sable, puisque justement ces sables qui l'ont d'ailleurs touché se transforment directement en sable. Est-ce que c'est touché ou est-ce qu'il les a arrêtés ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas il est poursuivi, d'ailleurs ça me rappelait évidemment, c'est impossible de voir ces chapitres aussi sans penser sans penser une seule fois à Gaara. Je pensais dire qu'il allait faire une sorte d'avalanche de sable ou un truc comme ça, mais c'est pas vraiment le cas. Donc le golem les poursuit, et là, évidemment, Lucy et Grey, qui évidemment sont plus intelligents que Makarov, se décident qu'ils doivent essayer quand même de ralentir le mec, parce que justement, Mest ne peut pas utiliser sa magie de téléportation qu'il a un peu abusé. Ils doivent retourner à un point d'abord, avant de le faire, parce qu'il peut encore le faire effectivement, pardon, une fois. Donc ils doivent aller à un endroit pour pouvoir se téléporter dans le vaisseau de Sorano, ou de Angel si vous préférez. Et là, Grey nous montre un super truc, puisque justement, il éveille sa marque et il repasse en mode badass avec ses cheveux relevés et la marque démoniaque qui reprend possession de lui. Alors, pourquoi utilise-t-il cela? Est-ce que c'est quand Grey utilise de la magie? Je pense pas, parce que durant la bagarre contre les gardes d'Alvarez, on l'a pas vu utiliser ce machin. Dans la petite bagarre, bon, peut-être qu'il n'y en avait pas eu besoin, mais quand même. Donc, est-ce que c'est à chaque fois que Grave utilise la magie, ou c'est parce que Grave utilise son véritable pouvoir? Je pense que c'est plus ça. Et d'ailleurs, il nous offre un magnifique Ice Meg Silver, donc une attaque au nom de son père, qui justement gèle tout ce qu'il y a devant lui. De la même manière que Silver avait gelé tout le village des géants, vous comprenez, avec le dragon en plus, Atlas d'ailleurs parmi eux. Donc je pense que c'est ça la référence, c'est la même technique qu'avait utilisé Silver pour geler tout le village des géants. Là, c'est la même technique donc pour geler tout ce qu'il y a devant lui, donc il gèle même le golem. Et je trouve cela super impressionnant personnellement. Alors est-ce que après, est-ce qu'on va revoir des attaques comme il l'avait utilisé contre Margui, c'est-à-dire genre le Ice Demon Rage par exemple, vous savez, chacune des attaques de différents Dragon Slayer, God Slayer, Demon Slayer, en fait les mêmes attaques ont des noms différents. Par exemple, il y a le hurlement du dragon, il y a le cri, je crois, du dieu, je crois un truc comme ça, et il y avait la rage du démon, Rage du démon, alors que c'était la même attaque, c'était un souffle, mais qui avait des noms différents. Donc ici, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir uniquement des Ice Make, ou alors on va revoir des Ice Demon Fist ou des trucs comme ça, genre le point du démon de glace, le cri du démon de glace, des trucs comme ça. Là ici c'est vraiment des Ice Make comme avant. Alors je dis ça pourquoi je dis ça, parce que c'est un peu plus badass, pardon, de dire que je sais pas, des noms d'attaque venant du démon de glace, des trucs comme ça. C'est un peu plus stylé, mais Ice Make c'est effectivement
la marque de Grey, et peut-être que faire des attaques avec Ice Demon dedans, ça la reprocherait un peu trop de Natsu, et faut un peu les différencier, mais en même temps créer une dualité entre les deux, ce serait aussi intéressant, puisqu'à la base c'était les premiers rivaux présentés avant même Natsu et Gaji, alors que l'auteur essayait de présenter Natsu et Gaji comme les nouveaux vrais rivaux du manga, alors qu'au final de nouveau c'est Grey et Natsu, et encore plus maintenant quand on sait que Natsu c'est End et que Grey veut tuer End. Bon voilà. Donc du coup maintenant on a aussi Lucy qui nous montre à nouveau pas vraiment, mais une autre facette de son power-up, puisque jusqu'ici elle invoquait des esprits et puisait dans leur pouvoir pour pouvoir elle-même utiliser des trucs qui leur ressemblaient, genre avec Taurus, elle avait le fouet, elle avait la capacité physique et des trucs comme ça de Taurus. Avec Léo, c'était plus ou moins la même chose. Ici, elle utilise le pouvoir de Sagittarius sans que celui-ci ne soit présent. Et donc, justement, Lucy a l'arc de Sagittarius. Est-ce que c'est le sien? Est-ce que, par exemple, si Sagittarius est invoqué, est-ce que Lucy a quand même son arc? Est-ce qu'elle a aussi un arc? Est-ce qu'elle peut aussi bien viser? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle arrive donc à puiser le pouvoir de ses esprits sans l'appeler l'esprit lui-même. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que voir Sagittarius dans un combat badass, ça casserait un peu l'ambiance, vous voyez, ça donne un petit côté comique parfois l'apparition de certains esprits. Là, voir Lucy puiser dans le pouvoir de ses esprits, ce serait cool. Imaginez qu'elle fasse ça avec le roi des esprits lui-même. On la verrait combattre avec une épée, et ça, ce serait vraiment cool. Donc du coup, bref, elle arrive à intercepter donc des créatures de sable, j'imagine, qui ont été créées justement par Agile pour les attaquer, et donc magnifique power-up de sa part pour Lucy, donc progression encore du personnage, et ça j'aime bien. D'ailleurs c'était assez marrant pardon, de voir le golem de Agile, parce que moi j'ai directement pensé à Picker, donc le personnage de One Piece qui créait lui-même aussi des golems, mais de roche évidemment, puisque c'était lui-même qui le faisait, mais c'était assez marrant de voir ça. Bon, au final donc ils sont quand même attrapés par Agile qui crée une sorte de trou dans le sol qui a fait de ça. D'ailleurs ça me rappelait une autre attaque de Gaara qui y ressemblait. Du coup voilà, il arrête, et comme tous les grands méchants qui poursuivent des gentils, il commence à se la péter un peu, genre ah, j'adore voir vos visages terrifiés, le continent d'Ishgar est un continent abandonné par les dieux. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y avait des dieux à Ishgar, un truc comme ça? Moi je pense qu'il a dit ça plutôt dans le sens où l'empereur qui est presque un dieu, alors là c'est uniquement l'empereur qui est lui-même un dieu, genre Zeref, mais ça voudrait dire que les boucliers sont au courant que leur empereur est Zeref, donc parce que c'est possible qu'il ne le soit pas, hein, mais ce serait un peu con. Bref, du coup, genre Ishgal pardon, est un pays, est un territoire donc abandonné par les dieux. Moi je pense qu'il a dit ça dans le sens leur chance est partie, genre c'est un territoire qui est foutu quoi, genre ils n'ont plus la grâce des dieux, genre c'est plus un endroit de paix, c'est bientôt la merde quoi, c'est ça que je pense qu'il voulait dire par là. Bon bref, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que Natsu évidemment commence à s'énerver, voilà, dès qu'il y a un problème, Natsu s'énerve et la situation est réglée, donc il s'énerve et il y a une grosse, je sais pas, boule de flamme qui détruit, enfin qui fait évaporer le sable carrément. Faudrait voir que quelqu'un aille voir sur internet parce que j'ai oublié de regarder, mais la température qu'il faut pour faire fondre du sable, enfin des particules de graines, enfin de la matière, donc comme ça, comment faire fondre, je suis curieux de voir la température qu'il faut pour faire ça. Parce que justement, on se rappelle que la première fois que Natsu est réapparu après l'ellipse, on a vu que le mec a réussi à faire fondre de la roche qui composait justement le stade, enfin de la pierre quoi. La pierre composait le stade où se déroulaient les nouveaux jeux magiques. Et là, je sais plus combien de milliers de degrés il fallait pour faire fondre le machin, mais je trouvais ça abusé. Donc ici, il arrive donc à repousser le sable et à libérer donc lui et ses potes, et au final donne une grosse pêche à le petit Agile qui comprend pas ce qui lui arrive, parce que justement lui-même est étonné que le sable s'évapore. Bref, et ainsi, le combat commence avec la marque d'ailleurs de Fairy Tail qui revient sur leur corps, puisqu'avant ils avaient mis Kate Shelter pour être un peu incognito, mais maintenant évidemment c'est foutu. Bref, le chapitre se termine là-dessus. Le prochain chapitre, Escape Battle. Alors Escape Battle, ça évidemment, ça sous-entend une chose, c'est qu'ils vont combattre tout en essayant de s'échapper, parce que j'imagine que des renforts à Agile vont venir, ou alors Agile va montrer son véritable pouvoir, hein, quelque chose comme ça. Bref, donc je suis assez satisfait de ce chapitre-ci, surtout de ce match de sable, parce qu'on sait déjà que Max dans Fairy Tail a le pouvoir du sable, et on sait que lui-même peut être badass en combattant avec le sable. Ça on le sait déjà, surtout qu'il avait botté le cul de Natsu pendant un moment. Et donc de ce côté-là, moi j'attends de la part d'un autre mage de sable, j'attends de voir des trucs encore plus impressionnants, surtout s'il est du même niveau que le plus puissant des mages d'Ishgal, soi-disant, enfin des mages de sacré pardon d'Ishgal. Voilà. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ce chapitre, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que vous pensez, et surtout c'est quoi votre idée concernant donc la blessure, en tout cas encore une fois, enfin la blessure, qu'est-ce qu'il y a sous le bandage, pardon, de Natsu. Voilà, sur ce, passez une agréable semaine et au prochain chapitre de Fairy Tail. Ciao ciao. Zou.